Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir de présider avec ma collègue Fanny Crozet la session 3 du congrès Rotonde portant sur les notions de bâti, de paysage et d'environnement. Ces thématiques seront ici traitées à l'aune de la question de la reconstitution, pierre angulaire de ce congrès. À travers ces 3 interventions, mettons à l'honneur des aires géographiques et des périodes historiques d'une grande variété, seront soulevées des interrogations essentielles constituant à ce jour des tâches aveugles de l'historiographie contemporaine. Seront tour à tour évoqués les enjeux liés à la définition de la notion même de reconstitution, oscillant entre restitution, interprétation et restauration, mais aussi ceux relatifs à la méthodologie, faisant ainsi la part belle à l'interdisciplinarité, à la pluralité des sources et des façons de modéliser les données. Enfin, cette session adresse un autre questionnement d'importance. La reconstitution est-elle un support de la recherche ou un sujet de la recherche à part entière en sciences humaines et sociales? Et je laisse la parole à ma collègue Fanny pour présenter notre premier intervenant. Débutons dès à présent cette intervention, cette communication par l'intervention de Théo Mespoulet. Après l'obtention d'un master en archéologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2022, Théo prépare sa thèse dans cette même université sous la direction de Pascal Butterlin. Il est rattaché au laboratoire ARSCAN et sous contrat de l'EUR Archal. Ses travaux portent plus particulièrement sur l'architecture et l'évolution des rues et des places dans les villes du Proche-Orient ancien, entre le 4e et le 1er millénaire avant notre ère. Il nous propose aujourd'hui une communication intitulée « Reconstituer les effets environnementaux passés sur le bâti archéologique en Mésopotamie à l'âge du bronze vers un passé plausible ». Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette introduction et je tiens également à remercier les organisatrices de ce colloque d'avoir retenu ma présentation et de me permettre d'être ici devant vous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir pour moi que je débute cette session consacrée à l'environnement, car je souhaite vous présenter ce matin la manière avec laquelle nous pouvons reconstituer des effets environnementaux passés sur le bâti archéologique et notamment sur la voirie. Nous avons eu l'occasion de voir hier soir, pour terminer, les questions de restitution des palais dans la Mésopotamie du 1er millénaire avant notre ère, avec la présentation d'Eva Lefebvre, et je vais donc m'inscrire dans cette continuité en vous présentant aujourd'hui une partie de mes travaux de thèse qui sont aussi consacrés à cette ère chronoculturelle. Je voudrais, avant de commencer, vous remettre dans le contexte de ce Proche-Orient ancien. Je travaille plus particulièrement sur la Mésopotamie, c'est-à-dire la région qui se trouve en Syrie, en Turquie et en Irak actuel, entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Vous pouvez voir en haut de la diapositive une rapide frise chronologique de ce que l'on appelle le Proche-Orient ancien, et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'âge du bronze, cette période qui s'étend donc du début du 3e millénaire avant notre ère, jusqu'à la fin du 2e millénaire avant notre ère, et qui succède à la période proto-urbaine, où l'on voit apparaître l'écriture ainsi que les premières villes. Je travaille donc sur les rues et les places de la Mésopotamie ancienne, et par conséquent, je vais traiter dans cette présentation ces éléments ainsi que leurs interactions avec l'environnement. Dans ce contexte, il faut tout d'abord parler de ces rues, qui sont des éléments essentiels à l'infrastructure urbaine, à la forme urbaine, et que la voirie est avant tout aménagée, bâtie et planifiée. Parfois dès le néolithique même, avec des revêtements qui sont construits en différents matériaux, pierre, tessons de céramique, terre, des canalisations, des caniveaux, ou de nombreuses autres structures comme des drains pour évacuer les eaux des bâtiments, ou bien des escaliers. Vous pouvez voir sur la diapositive quelques photographies de rues, ainsi que des exemples de plans partiels de villes qui ont pu être fouillés, notamment ici par des archéologues irakiens, dans 2 sites du sud de la Mésopotamie, au 3e et au 2e millénaire, et que je vous donne un exemple pour vous montrer la grande orthogonalité de ces voies dans ces périodes anciennes, contrairement à l'image qui a longtemps pu être donnée à ces rues. Sur l'ensemble de l'âge du bronze, un très grand nombre de rues ont pu être dégagées, ainsi que quelques places. Comme vous pouvez le voir sur cette restitution d'Eshnouna en haut à droite au 3e millénaire, de nombreux quartiers l'ont aussi été en extension. Ce qui est d'abord important de souligner, c'est les fonctions de ces voies. La première, elle tombe sous le sens. La rue est un espace de circulation pour les êtres humains, mais également pour les animaux.
Cependant, ce n'est pas la seule fonction des rues et des places. Ces voies servent aussi à l'évacuation à grande échelle des eaux de pluie et des eaux usées vers l'extérieur de la ville, a fortiori dans un environnement de terre crue où l'eau est un grand danger pour les bâtiments. En réalité, l'évacuation des eaux est l'une des fonctions principales des rues et des places en Mésopotamie, et cette fonction est au moins aussi essentielle que la fonction circulatoire. On peut y ajouter deux autres fonctions annexes. D'une part, la prise de jour pour les bâtiments et donc l'ensoleillement naturel des maisons grâce à leurs ouvertures, et d'autre part, le renouvellement de l'air des bâtiments. Ainsi, ce sont trois effets environnementaux qui agissent directement sur la voirie: l'ensoleillement, la pluie et le vent. Ce sont donc ces trois effets que l'on va voir aujourd'hui en essayant de comprendre à quel point il est possible de les reconstituer. Depuis de nombreuses années, des chercheurs issus de l'école italienne, très dynamique d'ailleurs, de l'Archéobim, s'intéressent à la reconstruction et la reconstitution de bâtiments ou de villes en 3 dimensions. Il s'agit d'avoir d'une part une base de données en 3D, des vestiges archéologiques, d'ailleurs utilisés dans d'autres disciplines comme l'architecture, et d'autre part de comprendre les évolutions et les modes de conception de ces environnements bâtis. À l'échelle de la voirie, cette méthode a d'ores et déjà été appliquée à de nombreuses reprises dans les rues les plus connues, c'est-à-dire celles de Pompéi, et pour mieux comprendre à quel point comment elles étaient conçues. Dans un livre publié en 2021, qui est une sorte de manuel de l'Archéobim, publié aux presses universitaires de Bologne, Andrea Gauci explique dans un de ses chapitres que l'une des étapes de ces reconstitutions en 3D, c'est de faire réagir ces modèles à l'environnement. Je le cite, « Cette nouvelle méthode n'est pas la simple évocation ou ici reconstitution du passé, mais elle est avant tout scientifique. Son objectif est, entre autres, la réaction du modèle aux stimuli environnementaux dans un écosystème virtuel aussi proche que possible de l'original. Il cherche donc à tendre vers la reconstitution d'un passé qui serait le plus plausible possible. Pour nos rues et nos places, qui sont par essence à l'air libre, la compréhension de la réaction de la voirie à l'environnement est cruciale. » Pour la Mésopotamie ancienne, il y a deux problématiques principales. La première, que je vous présente ici, est celle de l'ensoleillement dans un environnement où, comme vous pouvez l'imaginer, il fait chaud et où le climat est aride. Il faut partir d'un constat simple. Lorsque l'on étudie les rues mésopotamiennes, on remarque tout de suite qu'elles sont avant toute chose orientées avec un décalage de 45 degrés par rapport à notre rose des vents et son organisation traditionnelle nord-sud, est-ouest. Des travaux ont déjà été menés à ce sujet en Mésopotamie par Mary Shepperson, mais je voulais vous indiquer qu'à ces latitudes, d'une manière consciente ou non, les rues sont très rarement orientées sur une grille nord-sud, est-ouest. La conséquence qu'entraînerait ce type d'orientation, je vous le mets en bas à gauche, c'est que les rues nord-sud seraient le plus souvent à l'ombre, mais qu'en retour, les rues est-ouest ainsi que leurs façades seraient très souvent en plein soleil. Afin de vous l'illustrer plus clairement, voici à droite un quartier de la ville de Diniktu, au début du 2e millénaire avant notre ère, dans le sud de la Mésopotamie. J'y ai simulé la durée moyenne d'ensoleillement sur ce quartier en été et en hiver. Je reviendrai sur ces simulations plus tard dans la présentation, mais ici le bleu représente une faible durée d'ensoleillement, tandis que le rouge représente une durée d'ensoleillement maximale. Ce quartier est orienté plus ou moins selon l'axe nord-est-sud-ouest, nord-ouest-sud-est, et si l'on décide de le tourner de quelques degrés pour aller sur un axe nord-sud, on peut voir que les durées d'ensoleillement dans les rues est-ouest sont beaucoup plus basses en hiver et beaucoup plus hautes en été, avec une différence de quasiment 3 heures. Je vous l'ai mentionné, gérer l'eau est aussi l'un des enjeux principaux d'une architecture en terre crue. Il existe 3 méthodes qui peuvent se combiner entre elles afin d'éliminer les eaux de pluie ainsi que les eaux usées le plus rapidement possible. 1. L'évacuation gravitaire de l'eau vers l'extérieur de la ville par un système de caniveaux et de canalisation. 2. L'infiltration dans le sol, qui est sans doute la technique la plus efficace. Et enfin 3. L'évaporation de l'eau, où le soleil joue un rôle fondamental et qui fait que ces effets de l'environnement sur les rues et les places font système. En effet, on a une double action de la pluie puis du soleil. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, dans une photographie que j'ai pu prendre au Sultanat d'Oman, le danger pour ces architectures, c'est l'affouillement de la base des murs, c'est-à-dire leur érosion sur l'action de l'eau, qui mène à terme à leur effondrement. Les aménagements liés à l'eau sont en nombre les plus importants dans les villes et les villages du Proche-Orient ancien, et même encore aujourd'hui dans les environnements de terre crue. Je vous ai mis ici 2 images, en haut à droite, de l'évacuation des eaux depuis des maisons dans un environnement contemporain, toujours au Sultanat d'Oman. Pour bien vous montrer l'intérêt de simuler ces effets environnementaux sur une architecture urbaine, je vais partir d'une étude de cas, celle du site de Tel Beidar, qui s'appelait durant l'Antiquité Nabada et qui faisait partie du royaume de Nagar, que j'ai signalé ici en vert sur la carte. Nous sommes ici en Mésopotamie du Nord, au milieu du 3e millénaire, avant notre ère, donc autour de moins 2500.
Cette ville a été abondamment fouillée par une mission dirigée par Marc Lebeau dans les années 90-2000, et elle est, entre autres, composée d'une sorte de complexe avec de nombreux points de contrôle et de la circulation qui se composent du palais du gouverneur de la ville, de temples et d'ateliers artisanaux. Cet ensemble est accessible depuis l'une des portes du rempart de la ville haute, située au sud. Voici le plan général du site un petit peu plus resserré, où je vous ai indiqué en bleu le palais et avec une flèche la place qui va nous intéresser ce matin. Entre les deux, en rouge, on retrouve une voie qui a été appelée voie royale et qui vous montre comment l'eau circule dans les rues à partir du palais jusqu'à cette place. En haut à droite, vous avez un plan et sa coupe des différents aménagements situés dans cette voie royale. On retrouve 2 escaliers, dont un monumental, qui ont par ailleurs des installations pour évacuer l'eau. Plus haut, on a également une canalisation qui évacue des eaux du palais vers un caniveau. La place est également située plus de 5 mètres en contrebas de cette terrasse monumentale et elle a été appelée Parvis Sud. Voici le plan de cette place, elle fait 300 mètres carrés, elle a pu être fouillée entre 2004 et 2010. Elle est située à un endroit stratégique puisqu'elle constitue un point nodal entre cette voie royale et la voie de circulation desservant la porte sud de la ville. Elle fait partie de toute cette scénographie urbaine qui a été conçue par les architectes de cette ville où l'on monte progressivement vers le cœur politico-religieux de la ville. Je vous montre ici rapidement une photographie de cette place à la fin de sa fouille, ainsi qu'un modèle 3D qui a été produit par la mission, qui est intéressant d'ailleurs, puisque là on est tout au début de l'utilisation de cette technologie, et son résultat faisait d'ailleurs partie de toute la documentation de fouille. En ce qui concerne son mode de construction, elle est constituée d'un podium côté sud, que vous pouvez voir en haut à gauche, accolé à un temple. Elle dispose également de banquettes, notamment au nord et au sud. Son sol est revêtu de briques cuites, disposées en un appareil en épi, qui est recouvert d'un enduit blanc. Enfin, elle dispose d'un drain reconnu sur 5 mètres de profondeur, mais qui doit certainement atteindre 15 à 20 mètres, car c'est ce qui avait été retrouvé dans d'autres secteurs du site. J'ai choisi de vous montrer cette place pour une raison particulière. Les archéologues avaient déjà pu démontrer l'importance de la gestion de l'eau dans l'organisation même de cette place et de sa topographie, qui est en forme de cuvette et qui permet d'évacuer les eaux dans le drain situé au sud-est et que j'ai encadré en rouge. Ainsi, cette place était un très bon test pour essayer de trouver une méthodologie systémique qui permettait de reconstituer concrètement cette place et d'y appliquer des effets environnementaux. C'est également un travail où je voulais voir à quel point il était possible non pas d'utiliser la photogrammétrie, mais plutôt de mobiliser des archives. Notre discipline est marquée depuis 2010 et même avant par une difficulté d'accès au terrain, et donc la question des archives et de leur mise en valeur, leur reprise et leur exploitation est cruciale. L'objectif était donc de savoir s'il était possible de reconstituer la topographie de cette place à travers des archives pour pouvoir répliquer cette méthodologie sur d'autres sites. Il est très important de reconstituer donc la topographie de cette place afin de pouvoir réaliser l'écoulement gravitaire des eaux. Ainsi, je suis parti de scans de plans réalisés lors de la fouille, conservés au Musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles. Je les ai tous recalés via un SIG les uns par rapport aux autres, et j'ai produit un nuage de points qui m'a permis de reconstituer l'ensemble du sol de cette place et de l'environnement bâti autour. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 facteurs qui permettent d'éliminer les eaux de pluie: l'évaporation, l'écoulement gravitaire et l'infiltration dans le sol. Ici, l'infiltration est complètement impossible en raison d'un enduit hydrophobe appliqué sur ce revêtement de briques cuites. Ainsi, j'ai voulu tester l'hypothèse de l'évaporation. Elle implique en réalité de réfléchir à l'ensoleillement de cette place. Afin de déterminer cet ensoleillement, la contrainte est celle de l'estimation de la hauteur des murs, car elle détermine évidemment les ombres qui sont portées sur la place. Il est donc crucial de donner des hypothèses de la hauteur des murs, ici à 5 mètres et à 7 mètres, la hauteur de la façade nord étant plus élevée, car elle est située sur une terrasse. Vous pouvez voir ici la durée d'ensoleillement à l'année de cette place selon ces 2 hypothèses. L'idée est ici de placer des sortes de capteurs sur le sol reconstitué de cette place et de calculer sur toute l'année, avec un pas de temps de 20 minutes, si chaque point est au soleil ou non. Ainsi, il est possible de dresser une carte de l'ensoleillement moyen à l'année. Évidemment, comme je n'ai pas accès aux données météorologiques du 3e millénaire, par conséquent, ce sont des résultats qui sont interprétés à la baisse, étant donné qu'ils sont calculés avec un ciel qui est systématiquement clair et donc sans nuages. Ce que l'on peut observer, c'est que la partie sud de la place, en bleu, est assez faiblement éclairée à l'année. On remarque que le podium est lui-même placé plutôt à l'ombre. En ce qui concerne le drain au sud-est, il est ensoleillé 3h24 ou 2h15 en moyenne, selon les hypothèses. On remarque également que les banquettes sont situées au nord, sont les plus souvent au soleil. On a également vu, là où ça devient intéressant, c'est lorsque l'on rentre dans le détail et que l'on étudie les variations saisonnières. Vous pouvez voir la différence d'ensoleillement entre l'été et l'hiver sur l'hypothèse basse. Donc on a 2 résultats totalement différents. En hiver, durant la saison des pluies, nous avons 2 résultats entre l'hiver et dans les 2 hypothèses. Et donc dans l'hypothèse la plus favorable, le drain n'est éclairé que 11 minutes par jour.
Dans la seconde hypothèse, il ne reçoit pas la moindre minute d'ensoleillement. Cette simulation est évidemment reproductible assez facilement à un très grand nombre d'environnements bâtis, y compris des maisons ou des façades. Elle nous permet ici de proposer l'hypothèse que l'évaporation a certainement joué un rôle très négligeable dans l'évacuation et l'élimination des eaux de pluie qui pouvaient s'accumuler sur cette place, et en cas de saturation du drain, il fallait tout simplement attendre. Donc nous avons vu ici que l'infiltration de l'eau était impossible, que l'évaporation était négligeable, et il ne nous reste donc qu'un seul moyen pour évacuer l'eau, c'est l'écoulement gravitaire en direction de ce drain situé au sud-est. L'idée est ici de développer une nouvelle méthode afin de pouvoir rendre compte de ce qu'il se passe si l'on fait tomber de l'eau sur cette place et de confirmer ou infirmer ce qu'ont vu les archéologues, c'est-à-dire que toutes les pentes convergent bien vers ce drain. On entre là dans le domaine de la mécanique des fluides et on s'attaque à des calculs beaucoup plus compliqués puisqu'ils impliquent beaucoup d'inconnus, l'intensité de la pluie, le calcul et la modélisation de chaque goutte et son écoulement naturel sur une surface de 300 mètres carrés. Cependant, je suis malgré tout parvenu à faire pleuvoir sur cette place. Vous pouvez le voir ici à gauche ou sur la petite vidéo, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Hop. Ici. Et donc on voit que les eaux se rassemblent et s'évacuent progressivement dans le drain. Si l'on regarde précisément la manière dont l'eau s'écoule, on distingue un seul endroit où il semble y avoir une accumulation de l'eau, c'est à l'ouest du podium, un endroit que j'ai cerclé de rouge sur le plan. Que se passe-t-il ensuite dans le drain? L'archéologie expérimentale, dans un drain situé à Ougarit, sur la côte levantine, a permis de déterminer que ce type de drain pouvait ensuite absorber dans le sol, donc 20 mètres sous terre, quasiment 1 litre d'eau par minute, lorsque les conditions sont favorables. Enfin, le dernier effet environnemental sur lequel nous pouvons travailler implique une nouvelle fois des logiciels de simulation multiphysique et de mécanique des fluides. Il s'agit ici de simuler le vent sur des quartiers d'habitation. Là encore, la contrainte principale est de savoir si les vents dominants sont les mêmes au 2e et au 3e millénaire, ainsi que leur intensité, même si les textes et le placement de certains bâtiments nous donnent des indications. Il est possible de réaliser ces calculs, c'est une méthode que j'ai moins explorée, mais que l'on peut utiliser avec des données climatiques actuelles en open data sur la hausse des vents dominants des villes les plus proches de chaque site. Sur un des quartiers de la ville d'Our, au début du 2e millénaire, je vous ai mis ici à gauche l'un des résultats que j'ai obtenus. Ici, j'ai simulé un vent de sud-ouest, donc assez rare, qui montre comment le vent a du mal à s'infiltrer à l'intérieur de toutes les rues, et qu'il joue sans doute un rôle aussi assez négligeable lorsque le tracé des rues n'est pas orthogonal et qu'elles sont plutôt étroites. Néanmoins, l'aérolique urbaine reste un point à creuser, puisque si l'on sort de la Mésopotamie et que l'on se rend par exemple dans la ville de Korčula en Croatie, des chercheurs turcs ont démontré que les rues ont été conçues de telle sorte à ce que l'une d'entre elles soit exposée au vent froid de l'hiver, lorsque toutes les autres en sont à l'abri. Vous voyez que la rue principale a la même orientation que le vent dominant sur la hausse des vents, et c'est un exemple qui fait beaucoup réfléchir sur l'urbanisme plus ancien et qui mériterait d'être exploré de manière plus systématique. Vous l'aurez compris, donc, il existe de très nombreuses contraintes techniques qui sont des obstacles à notre chemin vers ce passé plausible. La simulation environnementale la plus accessible à tous est celle de l'ensoleillement, puisque la seule réelle inconnue reste la reconstitution de la hauteur des murs et éventuellement les données météorologiques. Ces facteurs ne sont pas limitants, il s'agit seulement de tester plusieurs hypothèses pour pallier au problème. En ce qui concerne l'hydraulique, les calculs sont beaucoup plus coûteux pour nos ordinateurs et il est nécessaire de partir soit d'un relevé photogrammétrique, soit de restituer grâce aux archives la topographie et les pentes d'une voie ou de n'importe quel environnement bâti, si ces informations sont disponibles. Enfin, en ce qui concerne le vent, l'aérolique urbaine, il nous faut la hauteur des murs, une large zone en extension afin d'étudier l'évolution du vent à l'échelle d'un quartier, et la longueur de calcul est là aussi assez longue si l'on souhaite prendre en compte la prise de vent moyenne de ces rues. Ainsi, le calcul du vent est selon moi le plus compliqué à mettre en place, à l'inverse de celui de l'ensoleillement, qui est beaucoup plus systématisable. Pour conclure, nous sommes ici au carrefour entre archéologie, histoire, géographie urbaine, architecture et ingénierie. L'intérêt de cette présentation est de s'interroger sur la façon dont nous pouvons mieux comprendre ces espaces bâtis, les rues et les places, à travers une étape supplémentaire aux entre guillemets, simples restitutions en 3D à destination du grand public. Ces simulations sont un outil heuristique formidable qui touche également à tout le champ d'étude de l'archéologie sensorielle. On pourrait d'ailleurs y ajouter d'autres éléments, comme l'étude notamment du son, qui est lui aussi simulable. La reprise d'archives et la reconstitution de celles-ci offrent aussi de nouvelles possibilités de recherche prometteuses lorsque l'on s'intéresse à l'urbanisme, toute période confondue d'ailleurs. Ce que l'on peut conclure, c'est que de manière planifiée ou non, de manière conscientisée ou non, l'organisation de la voirie mésopotamienne permet de gérer au mieux les évacuations de l'eau, ainsi que d'optimiser l'ensoleillement général des rues. Les spécificités d'un urbanisme mésopotamien par rapport à d'autres aires culturelles où l'habitat est beaucoup moins resserré, c'est que le vent joue sans doute un rôle plus négligeable dans la conception des infrastructures urbaines. Je vous ai mis ici une figure en haut à droite. Les limites de ces simulations dans l'état actuel de nos technologies sont nombreuses.
Même si nos données sont lacunaires et que nous sommes en tant qu'archéologues dans l'oscillation permanente entre restitution et interprétation, ces études nous permettent de mieux appréhender le climat urbain et surtout de se diriger progressivement vers une restitution du passé qui est la plus plausible possible. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Théo pour cette passionnante intervention. Et nous allons à présent passer à Clara Delannoy, donc diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et de l'École du Louvre dans la spécialité patrimoine architectural et paysager, conservation et restauration des monuments historiques. Clara Delannoy a développé une expertise en écologie urbaine et en aménagement paysager. Elle est aujourd'hui responsable de la mission biodiversité urbaine au sein de l'association Noé, une association de protection de la nature créée en 2001. En 2022, elle fait paraître Le Jardin en partage et nous présente ce jour une intervention intitulée « Restaurer le vivant, l'apport de l'écologie dans la réhabilitation des jardins ». Vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus nous écouter ce matin. Merci à Louise et Fanny de modérer cette session. Effectivement, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'épineuse question de la restauration des jardins historiques et patrimoniaux, qui pose beaucoup de questions, étant donné qu'on travaille sur un matériau vivant, qui est en perpétuelle évolution et qui, depuis une vingtaine d'années, est soumis à des stress nouveaux, auxquels on n'avait pas forcément pensé quand a été théorisée la restauration et la réhabilitation de ces jardins. C'est déjà une théorisation qui a été longue et un peu douloureuse par rapport, si on fait la comparaison à la restauration des monuments historiques architecturaux, c'est une théorisation et un encadrement qui est assez tardif, puisque au XIXe siècle, on est encore sur une vision assez variable de comment restaurer un jardin. Plusieurs visions s'affrontent. À la fois une vision très proche de celle proposée par Viollet-le-Duc en France, prête à restituer des choses qui n'ont jamais existé ou à réinventer des états qui ne sont pas documentés, et au contraire, des visions qui sont plus proches de celles de Camillo Boito, qui propose de faire une sorte d'évocation en rapport peut-être avec l'âge d'or du bâtiment auquel est attaché le jardin. Donc, ces deux visions qui s'affrontent jusqu'au milieu du XXe siècle, puisque se forment des premiers consortiums de chercheurs et de paysagistes pour travailler sur la question à partir des années 60. Tout ce travail se théorise seulement en 1981 avec la Charte de Florence, qui adopte une vision plutôt prudente de la restauration des jardins et de la réhabilitation du patrimoine paysager, en s'alignant un petit peu sur les pratiques plus récentes de la restauration du bâti historique, de se dire qu'il faut effectivement s'asseoir sur des sources très précises pour restaurer un jardin, ne pas choisir un état arbitrairement et effectivement, comme en architecture et même dans la restauration de façon générale, appliquer des principes de documentation, réversibilité et visibilité. Le dernier exemple en date de ce type de restauration est sans doute le jardin, au jardin de Versailles, le Bosquet de la Reine, qui a été restauré il y a quelques années et qui mobilise un budget assez important, puisque c'était un jardin qui n'existait plus et qui était par contre très documenté. Le Bosquet de la Reine a été documenté, il existe des plans, il existe des inventaires, il existe des photos aériennes de ces derniers états. Donc il a été accepté, avec certaines controverses quand même, de le restaurer dans son état XVIIIe siècle, avec un budget de 2 millions d'euros, fondé notamment sur le mécénat que génère souvent le château de Versailles, qui bénéficie d'une visibilité assez importante. C'est une réalité qui est très minime au regard du paysage de la restauration des jardins. Les jardins sont souvent un peu le parent pauvre de la restauration d'un monument historique.
on pense au jardin en dernier, et surtout, tous les jardins, tous les propriétaires ne sont pas en mesure de mettre en œuvre autant de budget et de moyens humains que le château de Versailles. Ce qui a fait émerger des solutions un petit peu alternatives, où l'idée n'était pas forcément de replanter de A à Z un parterre en entier en faisant importer des tulipiers déjà adultes, comme c'était le cas au château de Versailles, mais de faire en fait avec ce qu'il y avait sur place et un petit peu avec les moyens qu'on avait. Ces solutions, en fait, il s'avère qu'elles sont assez bien adaptées au changement climatique et aux nouvelles lois qui sont arrivées ces dernières années. Je pense notamment à la loi Labbé, qui date de 2014 et qui interdit l'usage des produits phytosanitaires dans tous les lieux accessibles au public. Donc l'idée, là, le propos de cette intervention est en fait de se demander dans quelle mesure ces pratiques alternatives peuvent être justement une solution viable sur le long terme, notamment à la restauration des jardins historiques. Quand on regarde un jardin, en tout cas quand on étudie un jardin, on commence par regarder le plan pour comprendre comment il a été dessiné. En général, c'est ce qu'on fait, en tout cas quand on a une posture d'historien. On regarde le plan. Et ensuite, on se rend sur place pour voir si le plan se matérialise. Donc c'est très important pour l'expérience de promenade, pour l'expérience même de recherche, de retrouver le tracé d'un jardin, puisque c'est comme ça qu'en fait, qu'on l'appréhende après, qu'on l'expérimente sur le terrain. Il y a de très nombreux cas où le tracé disparaît. Parce qu'en fait, vous l'avez sans doute vu, quand on laisse un jardin un petit peu libre, la nature reprend ses droits, les pelouses repoussent, les bosquets, les arbres croissent, et donc le tracé peut disparaître. C'est ce qui est arrivé pour le parc agricole et paysager du château de Neuvic-Dussel, qui se trouve en Corrèze. C'était un parc conçu entre 1830 et 1850, sur ce modèle du parc paysager agricole qui est très en vogue à cette période-là et qui combine en fait vraiment des prairies agricoles avec de la production agricole et des parties qui sont plus dédiées au plaisir et à l'agrément. C'est un jardin qui a complètement disparu, qui avait complètement disparu quasiment à la fin des années 90, début des années 2000, et pour lequel la famille n'avait aucune archive, à part cette photo que je vous présente à l'écran. Quelques photos, mais en tout cas aucun plan, aucun inventaire, aucun marché, rien sur lequel se baser, à part peut-être une très vieille évocation d'un arrière-grand-oncle qui se souvenait qu'à certains endroits, il y avait des cheminements, mais qui se souvenait, voilà, des sources en fait très vaporeuses, si on peut dire. Là, la question se pose, qu'est-ce qu'on restaure ? Qu'est-ce qu'on fait de ce jardin ? Est-ce qu'on le laisse dans l'état ? Est-ce qu'on essaye de restaurer quelque chose qui a disparu et dont on n'a plus aucune trace ? En termes de déontologie, c'est un peu compliqué. Mais c'est un jardin que la propriétaire voulait ouvrir au public. Et donc, qui dit public dit promeneur. Et donc, il faut restituer l'expérience de promenade qui est censée procurer un jardin paysager. Donc, vous voyez à l'écran quelques évolutions du dessin du parc. Donc, vous avez le château qui est ici, le lac que vous voyez sur la photo là, quelques bosquets qu'on voit encore assez bien en 1950. On voit encore quelques cheminements. Celui-là qui va vers la barrière, celui qui fait le tour du lac et qui passe entre les bosquets. Vous voyez, 1988 est un petit peu plus compliqué. On voit que le chemin s'arrête ici. Là, disparition totale. Et puis, 2014, vous voyez, très difficile de se dire comment est-ce qu'on se promenait dans ce jardin. La solution qu'a trouvée, je m'excuse, la photo de gauche n'est pas très bonne qualité. La solution qu'a trouvée la propriétaire, c'est ce qu'on appelle la tonte différenciée. L'idée de la tonte différenciée, c'est dans un espace vert, ne tondre qu'une partie des espaces en fonction de leur usage. On voit très souvent des parties près de l'habitation très tondues, des parties plus au fond qui sont laissées plus libres, plus hautes. En fait, la propriétaire s'est réappropriée cette technique-là pour recréer
les cheminements qu'elle avait pu observer sur des photos aériennes de ce que lui avait raconté son aïeul, pour en fait, proposer des circuits, des cheminements de promenade aux visiteurs. Donc ça, c'est vraiment la tombe différenciée, c'est le b.a.-ba de l'écologie, le b.a.-ba de la gestion écologique d'un jardin. C'est ce qu'on vous dit, vous voulez que la biodiversité ait une place dans votre jardin. En général, on vous dit arrêtez de tondre. Donc là, elle a trouvé une solution économique, puisque en fait, il lui suffit juste de tondre une fois par an, viable sur le long terme, puisque demande peu de ressources, complètement réversible, il suffit de faucher à net, et donc mais qui lui permet de retrouver en fait un petit peu l'expérience du jardin. C'est une solution qui a été adoptée pour un tout autre type de jardin au château de Bonnemar, qui est un château du XVIe siècle, où là aussi il y a eu beaucoup d'évolutions du jardin, des premiers jardins réguliers, un jardin paysager au XIXe siècle, qui s'est beaucoup simplifié au fil du temps. Et aujourd'hui, les propriétaires, à part un cadastre et un plan de l'état-major, que je vous montre sur la slide suivante, n'ont aucune idée de à quoi ressemblait le jardin. Donc vous avez la carte de l'état-major à gauche, qui fait état d'une espèce de grande pelouse, un grand parterre de gazon, et plutôt des parterres carrés, ou en tout cas rectilignes, sur cette partie-là du jardin. Début du XXe siècle, la simplification a eu lieu. On retrouve la demi-lune du fond du jardin avec un AA, c'est un fossé qui permet de séparer le jardin du reste du parc. Et vous voyez, plus aucune trace de parterre, et puis aucune trace non plus du tracé qu'avait ce jardin anglais. On se doute qu'il y avait peut-être un cheminement ici pour faire passer d'un bosquet à l'autre, peut-être par là aussi. Vous voyez, début XXe siècle, plus aucune trace. Et c'est un état qui perdure dans les années 70, vous voyez en bas. Plus aucune lecture possible du tracé existant du jardin et donc de l'expérience de promenade. La famille qui est propriétaire du château a aussi fait ce parti pris de la tonte différenciée, aussi pour des raisons économiques, hein, il ne faut pas se le cacher. Ne tondre qu'une fois par an, une petite partie du domaine, ça a quand même de nombreux avantages. Ils ont testé, au début des années 2000, de recréer les cheminements du jardin paysager, donc c'est ce que vous avez sur la photo, qui est bien à gauche de votre côté, puis en fait de reproposer une interprétation du jardin plutôt régulier qui prenait place au VIe siècle et qui en fait correspond justement à l'état du bâtiment. Le château est resté dans son état du XVIe siècle, donc l'idée là est plutôt bonne puisqu'il y a une concomitance, en tout cas une correspondance entre la proposition de restauration, enfin, de restitution plutôt, là on n'est pas sur une restauration, de restitution du jardin en parallèle du château. Et en gardant en fait un petit peu la caractéristique d'un parterre régulier, c'est qu'on puisse le voir d'en haut, qu'on puisse en profiter d'en haut, et qu'après, une fois dans le jardin, on puisse s'y promener, mais l'expérience est vraiment censée être visuelle d'en haut. Et ça rend plutôt très bien. Bon, le propriétaire fait des très belles photos aussi, mais vous voyez l'idée, on a vraiment une évocation de ces parterres réguliers Renaissance, qu'on peut encore complètement refaire. S'ils veulent faire un dessin chaque année, ils peuvent le faire, juste il suffit de faucher. Et vous voyez, c'est un parterre qui est fleuri, donc qui accueille beaucoup de biodiversité, qui rend service au sol aussi. On est vraiment là sur de la gestion différenciée. Comme je vous le disais, c'est vraiment le grand classique de la gestion écologique des jardins. Si vous vous promenez dans Paris, dans certains jardins qui sont gérés avec cette matière-là, vous aurez exactement ce même contraste entre des parties très tondues et des parties, au contraire, laissées beaucoup plus libres. L'autre élément constitutif d'un jardin, c'est cette partie vivante dont je vous parlais en introduction. Là, la question est un peu plus délicate, puisque beaucoup de jardins, surtout à partir du XIXe siècle, sont constitués avec des espèces exotiques dont aujourd'hui on modère un petit peu l'utilisation. C'est aussi un végétal qui peut être très soumis aux maladies, et avec l'interdiction des produits phytosanitaires, ça rend la gestion un petit peu compliquée. Mais il y a des cas qui sont très éclairants et qui nous permettent aussi, c'était ce qu'on disait en introduction de la séquence, de faire avancer en fait la recherche même sur l'histoire du paysage, l'histoire du jardin et les techniques qui sont appliquées.
Je vais vous parler très rapidement du château de Champs-sur-Marne. L'idée n'est pas d'en refaire l'historique. Il a été très bien fait. Je vous conseille le blog de Jean-Michel Sinsart, qui a été son jardinier en chef pendant de très nombreuses années. C'est en tout cas un jardin dans l'état actuel qui mélange un jardin. Oh là là, je m'excuse pour la qualité des photos, des plans qui sont très 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 moches. Qui mélange à la fois un état 17e, un état 18e et un état 19e. Tout ça un petit peu remâché à la fin, au tournant du 19e siècle, par Achille Duchesne, qui est un des grands paysagistes de cette époque-là, qui a aussi restauré le château de Vaux-le-Vicomte. Une des permanences dans ce jardin sont les bosquets que vous avez ici, là. Et bon, ceux-là ont été vraiment très, très remaniés. Mais en tout cas, les parties qui ont été remaniées, certes, au 19e, mais en gardant la structure végétale existante, ces bosquets-là sont toujours en place et ont gardé leur structure originelle. Pour former un bosquet, en fait, c'est très simple, c'est une mini-forêt. Une mini-forêt qu'on entoure de palissades. Ce qu'on appelle en agroforesterie la moyenne futée, donc avec des arbres qui ne sont pas très hauts et qui, avec des tranches d'âge d'arbres assez variées. Comme beaucoup de jardins, le jardin du château de Champs-sur-Marne a vécu de plein fouet la tempête de 99. Vous voyez avant-après sur les plans un petit peu la disparition. La disparition assez importante du couvert végétal à ces endroits-là. Les jardiniers se sont souvenus de la constitution d'un bosquet, de ce qu'est vraiment un bosquet dans un jardin à la française. Et encore une fois, je vais encore faire le parallèle avec le château de Versailles, sans rancune aucune. C'est un château qui n'a reçu aucun financement de plus après la tempête de 99. Donc l'idée, c'était de repartir de zéro. Et les jardiniers, en fait, notamment Gilles Lebob, qui était jardinier en chef à cette époque-là, s'est souvenu de ce qu'il avait lu sur comment est-ce qu'on construit un bosquet dans un jardin à la française. Il s'est dit, mais en fait, c'est de la forêt. Il suffit de gérer ça comme de la forêt. La forêt, la grande agroforesterie, la moyenne futée, elle se régénère toute seule. Donc pas besoin de replanter, pas besoin de mettre beaucoup de moyens. Et vous voyez, entre 1999 et 2016, la récupération qui a été possible pour reconstituer là vraiment l'élément végétal de Champs-sur-Marne. En dernière partie, je voudrais prendre un peu plus de recul et évoquer des cas qui sont un petit peu plus ambigus. Est-ce que, voilà, on peut parler dans les jardins et même dans l'architecture de restitution du genius loci, en se disant que c'est au final vers cela qu'on doit tendre. Et il y a des cas de jardin où, en fait, on est entre les deux, entre la restitution presque littérale et la restitution d'un esprit des lieux. Donc, je voudrais pour cela vous parler du jardin du musée départemental d'Albercanne, qui est dans le département des Hauts-de-Seine. Jardin 19e absolument merveilleux. Je vous conseille d'y aller si vous passez par Boulogne-Billancourt, qui reconstitue en fait en un seul espace un jardin monde, avec à la fois un jardin anglais, un jardin japonais, une forêt vosgienne, puisque Albercanne était originaire des Vosges, et qui est resté, lui, à contrario des jardins que je vous ai présentés, on a vraiment conservé le jardin tel qu'il était, jardin plus récent certes, mais donc reste tel qu'il était, pardon. Et dans ce jardin se trouvaient plusieurs prairies fleuries qui ont été restituées par les autochromes qu'a fait la mission Albercanne début du XXe siècle. Donc, vous voyez, prairies fleuries gérées en fait comme une prairie, donc fauchée, avec une diversité végétale assez importante. Les espèces qui sont là sont quand même des espèces plantées, ce ne sont pas des espèces spontanées, mais qui reconstituent l'idée d'une prairie au milieu d'une forêt. La prairie, l'espace de la prairie, on en a hérité aujourd'hui tel qu'elle est. Donc en fait, le parti pris des jardiniers, c'est de le traiter comme une prairie, sans forcément rajouter des végétaux plantés, mais en tout cas de garder la gestion d'une prairie, c'est-à-dire on fauche une fois par an en exportant pour que la diversité végétale puisse continuer. Donc là se pose la question, on est face à quoi? En fait, on est face à juste de la gestion
qui permet en fait de garder encore l'esprit du lieu. Est-ce que c'est la restitution sur le long cours? Un petit peu difficile de le savoir, sachant que c'est des espaces, un petit peu comme ailleurs à Albert Kahn, le jardin anglais, qui, dans les années 70, était géré de façon intensive, c'est-à-dire tondu tout le temps. Donc, repasser à une gestion écologique, ça permet en fait de retrouver cet esprit du lieu, ce genius loci qui fait partie du charme des jardins anglais. Je suis un peu en retard, donc je ne vais pas vous trop pousser le sujet, mais en tout cas, le jardin anglais au XIXe siècle est conçu pour être géré comme aujourd'hui, n'importe quel écologue vous conseillerait de gérer votre jardin et de planter votre prairie. Un peu dans le même esprit, le hameau et le jardin anglo-chinois de Chantilly, donc jardin anglais de la fin du XVIIIe siècle, avec, vous voyez sur le plan, des espaces qui sont clairement définis comme des prairies, gérées de nouveau dans les années 70 de façon intensive parce que c'est beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, pour des questions notamment économiques, les jardiniers sont repassés à une gestion plus douce, plus écologique, avec, vous voyez, vraiment en fait, des prairies de foin qui viennent aussi faire de la production agricole. En guise de conclusion, je voulais vous parler du château de Vaux-le-Vicomte. Je vous parlais, quand j'ai commencé la session sur le végétal, du fait que les végétaux étaient soumis à des conditions de plus en plus difficiles, sécheresse, maladie, chaleur, tout simplement. Et Vaux-le-Vicomte a essayé pendant plusieurs années de reconstituer les buis, qui étaient vraiment la signature du jardin, hérité de Le Nôtre, remâché par Achille Duchesne, en replantant, faisant des tests. Tous les buis finissaient par mourir. En fait, ils ont opté pour une autre solution, de faire du contemporain. Voilà, donc c'était un petit peu l'alternative à la gestion écologique et d'ouvrir un petit peu la réflexion sur aujourd'hui, dans un monde avec des lois qui changent sur la question, des conditions environnementales qui changent, comment est-ce qu'on peut changer peut-être nous aussi notre perception des jardins historiques. Et je vous remercie pour votre patience et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très riche qui, moi, me suscite déjà beaucoup de questions. Et on va passer à notre prochaine intervention qui est portée par deux jeunes chercheuses et qui se fera sous un format hybride. Nous avons donc Juliane Catoré qui est docteure rattachée à l'ED 112 de l'Université Paris 1 en archéologie environnementale depuis décembre 2024 et elle est actuellement ATR à Paris 1 au sein du master Jossen et Savignac. Elle travaille aussi avec 2 missions archéologiques dans le dessert oriental et occidental égyptien et est membre depuis 2023 du projet Vitorian en tant que spécialiste d'analyse géospatiale. C'est dans le sillage de sa thèse, qui visait à reconstituer le socio-écosystème nilotique de la plaine alluviale occidentale de Luxor avec une approche transdisciplinaire, que s'inscrit aujourd'hui cette communication intitulée « Paléopaysage et environnement rural en Égypte tardive, une reconstitution pluridisciplinaire ». Cette communication, elle jouit donc également du concours de Olga Trémis Moreno, qui est aujourd'hui avec nous en visio, et celle-ci est diplômée du master d'égyptologie de l'université Autonne de Barcelone, actuellement doctorante entre l'université Autonne de Barcelone et l'équipe ASAE du CNRS à Nanterre, sous la direction de Damien Agut-Labordère. Sa thèse porte sur le rôle des femmes dans l'économie et le système fiscal au début de l'Égypte ptolémaïque à travers les reçus d'impôts démiotiques. Et je vous laisse commencer. Merci beaucoup pour cette présentation et pour l'organisation de cette session. I switch in English for the presentation. The reconstruction of Holocene paleoenvironmental and social ecosystem and the understanding of geomorphological dynamics are increasingly being implemented today in parallel with the study of human settlements. Societies of the past have existed in environments that are the product of a long evolution. Humans play, of course, a role in the evolution of these environments at different scales and in different ways. In this context, the dynamics of a researcher in environmental archaeology is precisely to integrate all available data to understand not only how the paleoenvironment of a given period was shaped, but also to include it in human dynamics. Thus, many PhD projects and research programs have reconstruction as their ultimate goal.
They are not only the support or the means, but the core of the project. Two questions, among others, arise. The first is what kind of reconstitution are we talking about? We can have a reconstitution based on archaeological, historical data, and or epigraphy. So we can talk about interdisciplinarity. If we integrate and cross paleoclimatic data, such as sedimentological and geochemical analysis, or geomorphological interpretation based on remote sensing, we can obtain a transdisciplinarity outcome. The second question is which type of reconstitution can be considered suitable for fully understanding environmental and human dynamics. We can in fact reconstitute paleoenvironments that can be defined as ancient environments and their study based on archaeological remains and biological and geological clues given at a precise moment in the past of their history. The term paleoenvironment takes into account a set of characteristics such as the composition of the atmosphere, the reconstitution of the landscape, its morphology, and the vegetation in times past, not forgetting the living beings that populate it. And, sorry, I haven't finished. No, I haven't. And then we have socio-ecosystem reconstitution. The keyword socio-ecosystem is understood as a complex system combining dynamics that are social and ecological and interdependent. In other terms, a co-evolution between societies and ecosystems and their specific characteristics. These human and environmental components have a strong interaction, which can be analyzed at a different scale and over a long period of time. Given the complexity of socio-environmental issues, such as, for Egypt, controlling the flooding of the Nile and the management of available land, a single disciplinary approach would not allow for a full understanding of the reciprocal relationship and influences that societies had and still have with the Nile. For the Egyptians, at any stage in their history, the river was not just a natural or a divine element, but played a crucial role in the economy and society. It was used as a means of transport and trade, agriculture dependent on it, etc. Furthermore, it modified the environment in which population lived, migrating laterally, forming new cultivable land, and also destroying fields in the case of particularly strong flood. So, a reconstitution of the socio-ecosystem of a given period and a selected geographic area can give good result for Egyptian civilization. The interdependent relationship between the Nile and society make socio-ecosystemic reconstruction well-suited. In methodological terms, the aim is to develop approaches capable of taking an integrated view of the interaction between the different components of socio-ecosystem, but also taking into account the different scale of time and space involved in their dynamic. But this aim runs up against a number of difficulties. For instance, the knowledge of the paleo-landscape and of the rural environment is scarce. This is caused by two main factors. The first is the difficulty of carrying out geoarchaeological analysis. This makes it difficult to have a reliable and accurate environmental dataset, and the lack of a diachronic and interdisciplinary dataset, which include all the phases of Egyptian civilization. Besides, some phases are richer in data, while for others, only archaeological or epigraphic data are available. The second factor is the significant importance attached to stone structure, as opposed to social and economic history, a trend present in Egyptology since its beginning. So, rural studies are still underdeveloped and preference is given to the archaeological excavation of site with religion
religious or urban structure. The historical phase that interests us here and that we will discuss is Hellenistic Egypt under the Ptolemies. In fact, these 3 centuries are characterized by an abundance and a variety of available data, with the possibility of having composite dataset. Plus, we observe a changing situation in terms of opening up the discipline to methods and tools already acquired, for example, in European archaeology, to go beyond monodisciplinary reconstruction. Whether you choose a paleoenvironmental reconstitution, a social ecosystem reconstitution, or any other type, these are always complex studies made up of many stages, of which we can trace some fundamental lines, like someone you can see in the slide. By the way of example, the goal of my PhD project was to reconstruct the Luxor region, its social and environmental characteristics, by retracing the dynamics of the alluvial plain in a regressive manner over the long term of the environment, but also geographical and microhistorical. In short terms, a transdisciplinary reconstruction. 3 sections and datasets compose the study: an analysis of modern and contemporary cartographic documentation over the last 2 centuries, a geoarchaeological analysis focusing more on the long term, taking into account the Middle and Late Holocene period, and an analysis of a selection of written sources in Demotic and in Greek, a lexicographical analysis of certain terms from the Ptolemaic period having a topographical value and related to rurality, papyrus and ostraca. We will return to some of the results of this work at the end of the communication. Now I'll hand over to my colleague Olga Termis for the second part of our communication. Olga, can you... Yes. Okay. Can you hear me? Thank you so much. So good morning. First, I would like to thank the organization of the Congress for allowing us to speak today in this session. So Julia, please, if you could advance the slides for me. So, to talk about reconstruction of the Paleolithic landscape and the rural context, I will mainly discuss how this reconstruction can be achieved through writing sources, especially focusing on the types and methodology for reconstructing this area. I primarily rely on tax receipts and contracts for the purchase or rental of land, which were generally paid in kind. Regarding the methodology, it is important to first consider the medium or material of the writing source. It can be an ostracon, that is, a fragment of pottery, or a papyrus. The differentiation is important because papyri were generally used for literary text or official administrative document due to their high cost. Only official documents of great relevance or those belonging to the upper classes of society could use papyrus. We conduct a preliminary study on the basis of or support of these writing sources because the demotic and language and script are particularly complex to read and interpret. Even the way the text is formatted or the writing support can give us many clues about the type of the text we are analyzing. In the image on the screen, we can see an ostracon from the Louvre, number 50, which is a tax receipt. Some contracts, especially for rent payments, could also be found on these pottery fragments. Regarding the methodology, we will also discuss paleography, the translation of the text, whether unpublished or a revision of an already published one, the use of facsimiles and how they can help reinterpret the Paleo landscape, and finally, the use of infrared cameras for reconstructing lost parts. Paleography allows us to provide a relative chronology of the text.
The Demotic language and script can be clearly divided into early Demotic, Persian period, classical Demotic, Ptolemaic period, and late Demotic, Roman period. Generally, these texts include the year of reign, which facilitates their dating. In the Hellenistic period, ostraca usually come from the southern area, mainly from Thebes and Elephantine. Once this preliminary study is done, if the year of reign is clearly visible, an absolute chronology can be established. In the case of the ostracon of the screen, the year 33, it is clearly visible. And knowing that it is the Saltax, so it is here in Greek, alikis, but it is here Hema in Demotic 2, and this is the year 33. So the Saltax was issued in the reign of Ptolemy II, between Ptolemy II and Ptolemy IV. So we can date it to the year 33 of Ptolemy II in the case of this Saltax. The texts may already be published or unpublished, as I said. If they are unpublished, they should be translated. If they are published, the publication should be reviewed, as they often contain errors that need to be corrected. Could you advance the slide, please, Julia? Thank you. So, handmade facsimiles allow for a more detailed study of the different scripts, highlighting and indicating in another color, like red here, that the areas that are not legible or are difficult to interpret. This observation can lead us to connect different texts writing by the same hand, allowing for a prosopography of the scribe. Could you advance the slide, please, Julia? Once the facsimiles are made, the text should be examined firsthand where they are stored. It is highly recommended to use an infrared camera, such as the Dinolight that I used, which allows for the reconstruction of parts of the text that are not legible or have been lost. In the slide, we can see the third line of the Demotic ostracon here from the Louvre, number 8. The infrared camera in the right screen reveals that what appear to be two different strokes, that means this and this one, are the same sign. Changing the translation and interpretation of the text. So could you advance the slide, please, Julia? To illustrate this, I will provide a specific example for the Demotic ostracon from the Louvre, number 164. Dated to the second half of the Ptolemaic period and located in Thebes. In this text appear Tawa, daughter of Sesonte, greets Heriu, son of Paapeheti, and his companions. There are artabas of wheat. 2 make 1 make 2 again. This is accounted for a fallow field with a garden for which you have made a rental. Hassan in the year 31, first month of Ahet, day 4. That's mean the end of the summer, beginning of the autumn, August, September. So this kind of text allows us to know the types of crops and to conduct a prosopography study of the scribes, landowners, and tenants. So, as a conclusion, we can say that texts can be analyzed from different perspectives and approaches to improve the reconstruction of the paleo landscape and the rural environment. A prosopography study can be conducted to reconstruct the type of properties, a study of society and different social status, and of course, gender studies, as women appear buying or renting land, indicated that they could manage their own properties. Additionally, an ethnicity study can be conducted too, as the names of different individuals can give us an idea of their ethnicity and place of origin, both within and outside Egypt. Names in Egyptian
or in demotic were generally composed of the name of a patron deity of a specific population center. A lexicographic analysis can also be conducted, studying the words that refer to type of lands or different type of rains, such as barley, it in demotic, emmer wheat, bedet, or wheat, shoe. All this allows us to reach where archaeology cannot, and vice versa. It is also possible to gain more information about types of land and the different types of agricultural work. For example, a term that we find in the Ostracon presented by Olga, Urech, and Kem has been translated as fallow land, as if it were abandoned or unused field. In reality, the lexicographical analysis that I carried out on the occurrences of the Theban region show that this type of land in a rural context is to be considered a jachère, a field left fallow in a context of agricultural rotation. This type of field was fertile and had multiple uses. In this case, it was cultivated as a garden. It is reasonable to imagine that seasonality also come into play in the definition of this land as urech, because regardless of what plants were grown, flowers or ornamental plants, but also plants for a domestic use, they might not be available all year around. The field was therefore unused for a certain period and prepared for the next harvest. So, as you can see in the image on the right, it is possible to reconstruct an area with precision, its economic and social history, environmental dynamics, repositioning topographical terms. In other terms, you can thus reconstitute the microhistory and the microgeography of a selected area. In this case, I was able to reposition some toponyms mentioned in the text and to better understand the classification of cultivated fields according to their yield, position, and type of surface sediments. In conclusion, by cross-referencing archaeological, geoarchaeological, and geomorphological data, we can gain a better understanding of what the countryside of the Western alluvial plain near Luxor must have looked in Hellenistic time. Thank you for your attention. Merci beaucoup pour cette intervention. On va pouvoir passer à la partie discussion. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont des questions dans la salle sur une des trois interventions ? J'avais une question pour Madame Delannoy. Sur la question de retrouver les tracés quand on manque de documents graphiques, que ce soit des plans ou des photographies, est-ce que dans la pratique, il ne serait pas intéressant d'utiliser les données LIDAR qui maintenant sont mis qui sont disponibles maintenant par l'IGN sur une certaine couverture de la France, mais dans le cas quand c'est possible, est-ce que maintenant vous intégrez cette pratique, ces données dans vos pratiques ou c'est pas encore entre guillemets un automatisme, pardon. Oui. Ça commence, effectivement. De plus en plus, en fait, les techniques d'archéologie sont adaptées en fait, à la question de la recherche en jardins historiques et patrimoniaux, donc notamment le LIDAR, mais aussi en fait, tout à fait des fosses avec des études stratigraphiques. Ça permet de retrouver les trous de plantation, notamment. Je vous conseille de regarder les travaux de Anne Verdillon, qui est archéologue et qui s'est spécialisée sur la question des jardins patrimoniaux et qui, justement, croise un peu toutes ces techniques de à la fois sources écrites, sources iconographiques et sources archéologiques. Et ça leur a permis notamment d'utiliser utiliser le LIDAR et la prospection vraiment archéo, de reconstituer les alignements d'arbres du château de Vaux-le-Vicomte, qui était sur le bord du canal, le Morge de la Poêle à Frire. Voilà.
merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Chacun a sa personnalité, son sujet qui expose. Et vous êtes tous convaincants. Mais comme on doit faire un choix, ne pas prendre trop de place, voilà, Monsieur Mespoulet, pour vous, est-ce que vous arrivez, malgré le fait que c'est une recherche scientifique sur laquelle vous voulez vous appuyer, est-ce que vous comptez sur votre pouvoir à vous situer avec tous les éléments dont cette époque est imaginée, avec les éléments dont vous disposez, comment la vie, la mode de vie était, et comment par rapport à cette mode de vie, l'environnement se modifie, ou comment ça se fait avec le temps? Merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, merci pour cette question. Ça concerne plutôt la vie quotidienne de ces sociétés passées. Donc déjà, nous, on a quand même beaucoup de données, même si évidemment elles sont lacunaires, puisque ce sont des données archéologiques sur ces sociétés en termes de plans et d'élévation également. Mais en ce qui concerne la vie quotidienne, malheureusement, l'archéologie peut difficilement répondre à cette question. Mais plus précisément, les textes nous donnent parfois quelques informations sur ce qui se passait dans les rues et dans les places. Notamment, par exemple, on sait qu'on rendait justice sur les places devant une porte de la ville, par exemple. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question. Ah, sur les intuitions, j'essaye de rester quand même le plus prudent possible sur les interprétations qu'on peut faire et justement partir comme base de ce qu'on a retrouvé, c'est-à-dire de la documentation archéologique. Après, sur l'interprétation qu'on en fait, moi j'essaie de rester le plus prudent possible et justement d'apporter les éléments notamment de géographie urbaine et d'architecture pour essayer d'appliquer ces méthodes à l'archéologie. Voilà. C'est justement ce lien entre les éléments que vous arrivez à placer, à composer avec. Est-ce que ces liens entre les éléments dont vous disposez vous permet de quelque chose qui n'est pas écrit, si on peut dire, entre les lignes? C'était plutôt cette question, mais merci beaucoup. Voilà. Je comprends qu'on se base sur la documentation et sur les preuves, c'est la base de votre métier, et c'est autant plus qu'on vous écoute, vous voyez. Merci. Merci. J'avais aussi une question pour Théo, question ou suggestion, je ne sais pas, pour la partie hydrologique. Est-ce que tu as pris en considération un logiciel, par exemple ECRAS, pour les simulations de crues, par exemple, pour toi? Alors non, je ne connais pas ce logiciel particulièrement. Moi, j'ai utilisé plutôt des logiciels, notamment de mécanique des fluides habituels. Donc, dans la suite AutoCAD, on a un AutoCAD CFD, quelque chose qui s'appelle comme ça. Puisque, après, pour les crues, je ne sais pas si ça s'applique, si ça peut aussi s'appliquer sur de la pluie et sur des environnements. Donc ça, je ne sais pas, mais c'est très intéressant. Mais merci. Très bien. Ça va être à moi donc de poser des questions. J'ai des questions un peu pour tout le monde, mais Clara, votre présentation m'a beaucoup interpellée. J'ai travaillé avec les monuments historiques aussi, et donc ça a résonné avec pas mal des problématiques que j'ai pu rencontrer. Et je me posais une question. Je suis assez peu familière, comme je crois finalement beaucoup de monde, de la restauration des jardins. Et vous avez utilisé le mot « choisir un état du jardin ». Et je me disais que c'était quelque chose qui devait être particulièrement difficile, d'autant que dans la charte de Venise, il me semble dans l'article 2, on insiste bien sur le fait que le jardin, c'est un patrimoine vivant, périssable et renouvelable. Et je me demandais dans ce cadre-là, comment on choisit cet état du jardin qu'on veut restituer. Et alors, effectivement, en général, c'est pas trop recommandé de faire ça. Mais dans le cas en fait où les jardins ont complètement disparu, en fait, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où le jardin en fait est arrivé jusqu'à nous avec ses évolutions. C'est le cas, par exemple, du château de Chantilly, qui a été beaucoup restauré au XIXe siècle et ce qui permet d'arriver dans un état assez bon, entre guillemets, et un état qui témoigne en fait de toutes les phases d'occupation du château et de reconstruction, évolution du château. Il y a des fois où le jardin n'existe plus. C'était le cas à Chambord, notamment, où le parti pris a été en fait de reconstituer les parterres XVIIIe siècle
pour lesquels on a très peu au final de sources. Alors ils ont fait vraiment, justement, ils ont utilisé le LIDAR, il a aussi fait des études archéologiques, mais ils ont choisi voilà, de l'État 18e siècle. Il y a souvent, malheureusement, un peu de, enfin malheureusement ou pas, hein, mais de politique, en fait, un petit peu derrière tout ça, de se dire, on fait une restitution aussi qui est très marquante, qui est très visuelle. La presse pour le château de Chambord était dithyrambique. Chambord retrouve ses jardins, les visiteurs de Chambord retrouvent une expérience de promenade qui n'existe plus depuis un siècle et demi. Donc c'est assez difficile et souvent c'est des choix qui sont très arbitraires. Moi, j'ai beaucoup étudié la question de la restauration des jardins en Italie, et eux, c'était leur parti pris absolu jusqu'à la charte enfin pas absolu, mais pendant très longtemps, de se dire quelle était en fait sur le bâtiment, le monument historique, la période, l'âge d'or en fait, et de se dire bon, on restaure un jardin qui date de cette période-là. Mais c'est pas forcément effectivement très enfin, c'est plus quelque chose qu'on fait aujourd'hui, et quand on le fait, notamment par exemple le cas de Chambord ou le cas de Versailles, ça a été, il faut vraiment motiver son choix et s'appuyer sur des sources qui sont vraiment indiscutables. Sinon on ouvre la porte effectivement à une reconstitution fausse et presque inutile entre guillemets. Bon. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation et j'aimerais poser des questions à Monsieur Théo Mespoulet sur le processus de modélisation. Du coup, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez utilisé AutoCAD, c'est bien ça? Non, là c'est uniquement pour restituer par exemple les fluides, c'est-à-dire donc le vent en l'occurrence et la pluie. D'accord. Alors pour les modèles 3D en élévation, est-ce que vous partez de plans 2D et puis vous réalisez les modèles 3D ensuite, ou bien vous avez fait tout d'abord des scans, puis ensuite maillage, etc. Et puis vous avez obtenu le modèle 3D final, parce que j'ai bien vu que vous avez utilisé le modèle 3D pour les ombrages et tout ça, pour tester les théories de l'ensoleillement et autres. Du coup, c'est le processus de modélisation que je voulais savoir. Merci pour cette question. En réalité, donc, nous, quand on travaille sur la Syrie et sur l'Irak, la photogrammétrie, c'est assez compliqué, puisque c'est notamment là sur des anciennes fouilles. Donc en réalité, là, c'est uniquement sur la base de plans qui ont été publiés, et sur lesquels je remonte les murs et je modélise un sol sur lequel j'applique mes effets environnementaux. J'avais également une question pour Julia et Olga. Est-ce que vous préférez que je la pose en anglais ou en français? Personnellement, en français. Olga, à toi le choix. Je peux t'entendre. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus, excusez-moi. Je peux t'entendre. Elle peut y aller en français. Ok. Votre communication mettait beaucoup en avant cette approche transdisciplinaire qui donc combine histoire, micro-histoire, archéologie, géomorphologie. C'est quelque chose vers lequel on se tourne beaucoup aujourd'hui en recherche. La transdisciplinarité, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, enfin, qui a toujours été un sujet latent en recherche évidemment, mais qui, je trouve, ces dernières années a une acuité particulière. Et j'aurais simplement aimé savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que du coup, chercheuse interdisciplinaire, peut-être des problématiques liées aux divergences méthodologiques entre les différents champs. Pour ce qui concerne le projet de ma thèse, je pense que la plus grande difficulté a été l'accès au terrain, dans le sens où ce n'est pas simple d'obtenir des données de première main, notamment des analyses sédimentologiques. Donc il faut s'appuyer sur des données qui peut-être ont été faites par d'autres chercheurs et qui ne vont pas dans la même direction que la nôtre. Donc ça a été mon cas. Et donc j'ai dû réorienter un peu en utilisant un peu plus que j'avais initialement envisagé le remote sensing, donc la télédétection.
Et après, pour moi, c'est à peu près ça. C'est surtout les données des terrains. Olga, je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses à ajouter. More or less, it's more or less the same. So for me, for example, the most difficult thing is to have access to the different writing sources because, for example, in this case, all of them are in the Louvre, but maybe other are in the British Museum or Berlin. So at the end, you need to check face to face the writing sources, and you have to move around Europe, maybe Egypt. So it's something difficult for this research. And at the same time, the problem several times is the demotic at the end. Because there are a lot of words that for the moment we have only an idea of the translation, but we don't know exactly what is this. So when we need to check and review with the archaeology, sometimes we have problem with the translation, and sometimes the archaeology can help us, but other no. J'ajoute juste quelque chose, c'est, oui, effectivement, comme Olga dit, la traduction, mais aussi l'interprétation de certains mots, parce que quand on traduit un terme, on ne pense pas forcément à la morphologie où ce terme peut se situer. Je pense par exemple aux occurrences de champs avec de types différents de sols. Et quand on traduit un terme démotique, en fait, on ne prend pas en considération, par exemple, si c'était plus proche du fleuve. Voilà, il y a des questions de topographie et de géomorphologie vraiment, mais aussi un peu de pédologie qui doivent être un peu plus prises en considération. Voilà, je pense que... alors moi j'aurais deux questions, donc une un peu plus visée pour Clara et une autre plus générale, enfin vous verrez ça. Donc en ce qui concerne les jardins, moi j'aurais une interrogation sur la question de son aménagement par les bancs, des petits kiosques. Enfin, vous avez cité notamment un exemple de jardin anglo-chinois et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut retrouver. Et donc voilà, je me demandais si c'est quelque chose qui était intégré quand même dans ces démarches. Effectivement. Et là, on est encore une fois à la croisée entre la restauration des monuments historiques et la restauration des jardins. Il y a plusieurs partis pris qui sont faits. J'ai deux exemples en tête. Un qui est dans l'arboretum du château de Neuvic-Dussel dont j'ai parlé au début. Au bord du lac, il y avait un kiosque en ciment faux bois et en chaux, qui avait été un peu... envahi par la végétation ou qui s'était beaucoup abîmé. Et là, le parti pris a été justement de le restaurer vraiment pour le proposer en fait à la visite et que ça fasse, comme vous disiez, partie de l'expérience et de l'aménagement du parc. Et par contre, un exemple vraiment à contre-courant, un parc qui est dans le Bordelais, le parc de Bouran à Mérignac, où il y avait beaucoup de fabriques du 19e qui, la moitié, ont disparu, des kiosques, des belvédères, et en fait, il reste une tour pseudo-médiévale qui est pareil, elle est envahie par la végétation, il y a des oiseaux qui ont niché dedans. Et là, l'idée, c'est, en fait, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, l'état actuel de cette tour, telle qu'elle est, à moitié ruinée, remplie de lierre et qui accueille des oiseaux, parce qu'au final, c'est pas l'expérience actuelle qu'on a de ce monument, de ce jardin. Et là, le parti pris a été de sécuriser la maçonnerie, parce que c'est quand même inscrit au monument historique, cette tour, donc il fallait pas la laisser s'écrouler. Mais voilà, de juste sécuriser pour que l'état de la tour reste tel qu'il est aujourd'hui, mais de se dire, en fait, l'expérience actuelle du promeneur, c'est celle de cette tour-là, et pas de la tour nettoyée, complètement isolée du 19e siècle. Merci. Et du coup, la deuxième question, donc, qui concerne quand même l'ensemble du panel, quand on travaille sur les reconstitutions, les restitutions en tout genre, c'est comment gérer, en tant que scientifique, quand même la dimension un peu fictionnelle d'un travail qui certes est parfaitement scientifiquement informé, et vous l'avez tous démontré avec brio en cette matinée, mais voilà, donc quel est le rapport avec la controverse
Et autre dimension aussi qui est quand même assez importante, surtout quand on mobilise un certain nombre d'outils numériques, comment anticiper la possibilité que ces outils deviennent caducs au bout de 30 secondes, qu'il n'y ait plus d'accessibilité en fait à ces rematérialisations. Donc là, voilà, plutôt sur un volet un peu d'archives de ce travail en cours. Voilà. Je vous laisse la parole. Je me permets de répondre sur le fait que nos outils deviennent caducs et que ces restitutions ne sont pas, enfin, ont évidemment un fondement scientifique, mais bon, il faut juste noter pour moi que évidemment il y a une part d'interprétation qui fait toujours partie de ce travail, puisqu'on a des données qui sont pour le coup lacunaires par essence, et donc par conséquent, après, en ce qui concerne les outils numériques utilisés, en effet, les logiciels peuvent disparaître, etc. Il y a un problème de reproductibilité de l'expérience. L'avantage qu'on peut avoir, c'est de publier au maximum toutes les données que l'on peut générer à l'aide de ces outils. Après, malheureusement, ça c'est quelque chose dont on n'est pas... c'est pas nous qui choisissons à quel point ces logiciels peuvent perdurer ou non dans le temps. Moi, j'avais également une autre question pour Théo. Moi, je suis historienne de l'architecture et c'est vrai que depuis plusieurs années, on s'inspire beaucoup de la construction et de l'urbanisme ancien pour repenser aujourd'hui les villes et l'architecture, notamment dans le cadre de la transition écologique. Et je me demandais si, à travers vos études, il y avait des leçons qui pouvaient être tirées pour l'urbanisme d'aujourd'hui dans certaines situations spécifiques. Complètement, parce qu'on le voit aujourd'hui, notamment quand il y a des inondations, en fait, que ce soit dans n'importe quelle ville de France, comme on a mis du béton partout et on a tout asphalté, on se retrouve avec des grands problèmes de gestion de l'eau. Et au final, ce qu'on retrouve dans ces sociétés anciennes, c'est qu'on a une gestion de l'eau qui est vraiment pensée avec une infiltration de l'eau, notamment dans le sol, ce qui n'existe en fait plus trop en réalité dans nos sociétés actuelles. Et donc après, j'ai pu voir, je crois récemment à Paris, il y avait une rue qui s'appelait la rue Pavée, qui n'était plus pavée, qui était asphaltée. Et récemment, ils l'ont repavée, et justement pour améliorer cette gestion de l'eau. Donc je pense que justement, il y a des choses et des liens à faire entre passé et présent, et pour justement avoir un meilleur futur en termes de transition écologique. Je me permets juste de rebondir par rapport à votre question sur la question de l'archivage des données en fonction des logiciels, etc. Dans la mesure du possible, alors c'est vrai que publier, ça sert énormément, mais c'est aussi faire en sorte que, même si on utilise un certain logiciel, de faire des sortes de sauvegardes sur des fichiers de type vraiment interopérable, c'est-à-dire des fichiers simples, des CSV, des .txt, qui reprennent notre méthode. Comme ça, il y a le souci de la reproductibilité de l'expérience. Par exemple, en photogrammétrie, ça ne sert à rien de garder les nuages de points et les modèles 3D, il suffit de garder les photos, un fichier TXT qui explique quel logiciel on avait utilisé, les paramètres qui étaient donnés, quelques orthophotos, et quelque part, ça ne prend pas beaucoup de place. La question, elle est plutôt sur aussi les fichiers des photos. On a tendance à mettre en JPEG. Et la NASA a démontré que ne serait-ce que d'ouvrir une centaine de fois une photo, elle perd déjà 10% de sa qualité en JPEG. Donc le mieux, c'est essayer d'avoir des fichiers un peu RAW, des choses comme ça qui peuvent être, là pour le coup, interopérables et qui vont être plus durables dans le temps en termes de qualité et aussi de place sur les serveurs, sur les stockages, parce qu'on est vraiment confronté à cette question. Elle est à la fois technique et même écologique presque, hein, de toutes ces questions-là. Donc c'est plutôt les fichiers simples qu'il faut essayer de garder le plus possible. En tout cas, nous, on essaye de faire comme ça dans nos labos, donc, et ça fonctionne plutôt pas mal. Je me permets de poser encore une question pour Clara cette fois-ci. Vous parliez justement des problèmes. Enfin, en fait, je me posais la question, étant donné que ce patrimoine paysager, ce patrimoine des jardins, était un
patrimoine sur lequel finalement on communique encore, enfin je pense, vous me détromperez si j'ai tort, mais qui est encore un petit peu mal compris et peut-être aussi mal considéré. Je me demandais comment ça se passait vis-à-vis des propriétaires, notamment de châteaux, en ce qui concerne l'entretien, parce que j'ai par exemple vu sur des monuments des exemples de détérioration assez avancée, tout simplement parce que les gens ne se rendaient pas compte de l'importance de préserver certains éléments architecturaux. Et je me demandais si dans ce cas-là, vous aviez en fait des problématiques avec les particuliers en ce qui concerne potentiellement des dégradations de jardins ou une difficulté à en fait faire passer ce message de l'importance des jardins en tant qu'élément patrimonial. Effectivement, ce que vous dites sur alors, il y a de petits groupes de spécialistes, mais effectivement, c'est pas un sujet qui est très médiatisé encore. Ce qui fait qu'il y a en fait une méconnaissance même de la conception des jardins historiques et de leur évolution. Et l'exemple du bosquet du jardin à la française est assez symptomatique, parce que quand on imagine, et quand je dis on, c'est à la fois les visiteurs et à la fois les propriétaires qui héritent d'un château ou d'un jardin comme ça, c'est une image de quelque chose qui est très géré, qui est très contrôlé. Et en fait, pour le coup, le bosquet, de trop le gérer, ça va le détériorer. Il y a aussi des problématiques de méconnaissance du végétal et de son évolution. Il y a beaucoup d'exemples, notamment autour du buis ou des lauriers qui avaient été utilisés au XIXe siècle pour faire des labyrinthes, par exemple. Et en fait, quelqu'un qui ne sait pas gérer un laurier se retrouve avec un labyrinthe qui devient une sorte de forêt de lauriers, et c'est très difficile après en fait de retrouver sans arracher tous les lauriers, parce que c'est invasif comme plante, d'arriver à garder ça. Pareil sur comment est-ce qu'un bosquet plutôt d'un jardin paysager, comment est-ce qu'il est conçu avec des jeux de hauteur, des effets visuels. En fait, cette méconnaissance, ça fait effectivement qu'on peut arriver à dégrader en voulant même bien faire. Il y a à la fois le côté j'ai une idée de ce que mon jardin, j'ai une idée de à quoi mon jardin doit ressembler et de mes idées préconçues. Je le gère trop, et donc je perds en fait justement le détail et des choses qui font la richesse du jardin. Et à l'inverse, une méconnaissance qui fait je gère pas, parce qu'en fait cet arbre il est là depuis depuis 200 ans et ça marche, et ça restera comme ça. Ce qui fait aujourd'hui, en fait, tous les jardins que je vous ai présentés, qui sont aujourd'hui dans des états où on a perdu le tracé, en fait, héritent de ça, de ce problème-là, de la méconnaissance en fait de la constitution d'un jardin, de l'art du jardin quand on devient propriétaire d'un jardin, et en fait de considérations aussi économiques. Parce que quand on doit gérer un parc de 22 hectares, on va souvent, pas au détail, mais à la généralité. Donc c'est effectivement ce problème de méconnaissance et de peu de publications assez problématique, mais justement avec au final l'apport de l'écologie de façon globale, ce qui fait un intérêt aussi pour la nature. Les gens sont ont de plus en plus envie d'aller visiter des jardins. Je crois qu'il y avait quasiment 22 millions de visiteurs dans le jardin de Versailles en 2024. Ça peut commencer à contrebalancer ça en se disant, en fait, même d'un point de vue économique et touristique, le jardin est important, et donc allons un peu voir ce qui s'y passe. C'est une très longue réponse, excusez-moi. Je suis très bavarde. Non, au contraire, c'était parfait. On va bientôt pouvoir clore cette session et vous libérer pour une petite pause d'une demi-heure avant la session 4. Juste pour rebondir sur cette question des jardins, il y aura un colloque au Musée des Arts Décoratifs en avril sur cette question. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et avant de clore cette session très riche, donc voilà, Fanny et moi, nous tenions vraiment à remercier l'ensemble des intervenants, le comité scientifique de Rotonde, porté par ses doctorants et des chercheurs et artistes invités, et évidemment la direction de l'INHA, Éric Dechassé, Marion Boudon-Machuel et Juliette Tré. Et sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à prendre votre pause. Encore merci de votre attention.